peut-être en direct. Hello, hello. Donc l'enregistreur a démarré. Voilà, c'est en cours d'enregistrement. Donc on doit être en train de partir. Alors, attends, les participants sont là. Donc il y a bonjour Adrien, il y a Aurélie, il y a Bruno, Bruno, il y a Christophe, Christophe, François. Henri. Ok, donc bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà. Merci de nous avoir rejoints. Nous avons deux Stéphane qui sont présents. On va attendre que les uns et les autres nous rejoignent. On va se donner encore 1 minute à peu près. Vous êtes déjà assez nombreux. Alors pour ceux qui sont là, s'il y a un chat, ben voilà, le chat il est là. Le chat est là, ouais. Okay. Voilà, François qui nous dit bonjour. Bonjour à tous et toutes. Donc, pour le chat. Voilà, Antoine gère pour mon compte le chat. On s'est réparti les rôles. Ok, donc n'hésitez pas à taper dessus sur le chat. Voilà. Tapez vos écritures et à mettre si vous voulez pour commencer à échanger. Oui, tapez vos observations, tapez vos questions. Bien évidemment, on se donnera un temps de manière à rendre les choses assez interactives et de manière à pouvoir répondre à vos préoccupations. Donc, n'hésitez pas. Ok. Voilà, ben, on va peut-être commencer. Ouais, il est 11h32. Donc, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est un sujet qui nous préoccupe tous. C'est comment peut-on préparer sereinement l'avenir de notre entreprise en recrutant les leaders de demain. Ce qui est un sujet complètement d'actualité, puisque aujourd'hui, notre, comment dirais-je, notre société, d'une façon générale, est en pleine mutation, en pleine transformation, les entreprises également, et donc aujourd'hui, on va le voir, hein, aujourd'hui, on se préoccupe de savoir comment nos entreprises vont prendre ce virage et comment peut-on les aider à prendre ce virage. Et on va s'apercevoir qu'une des clés du succès, justement pour que ces entreprises puissent passer ce virage sereinement, et préparer leur avenir sereinement, c'est précisément d'embaucher les bonnes personnes et d'embaucher les leaders de demain. Ceux qui seront les transmetteurs et les locomotives de cette de ce nouvel ordre économique, on va dire. Alors peut-être qu'on peut se présenter d'abord. Oui. Donc moi je suis Antoine June, je suis dirigeant du cabinet Elite Partner. Je suis là pour soutenir aujourd'hui Régis parce que c'est lui qui est le directeur du département ressources, recrutement et placement et qui fait cette conférence. Et je suis là aussi pour représenter le cabinet de manière plus large. Voilà. Voilà. Quant à moi, je m'appelle Régis Benazet, je m'occupe de toute la partie recrutement, placement au sein du cabinet Elite Partners. Et donc, je suis ici présent pour vous parler d'un sujet qui nous anime tous, qui est celui de préparer sereinement l'avenir de son entreprise en recrutant les leaders de demain. Voilà. Tu peux te présenter sur ton parcours aussi. Voilà, alors j'ai un parcours globalement de 15 ans dans l'industrie pharmaceutique, où là j'ai occupé des fonctions de direction financière, marketing, commercial et direction générale adjointe. Et puis j'ai ensuite créé mon cabinet de recrutement, que j'ai cédé quelques années plus tard, 5 ans après. Et puis ensuite un parcours de 10 ans dans l'associatif, à des fonctions directeur de la communication, directeur du développement, directeur du mécénat et directeur général adjoint. Voilà, j'ai eu cette chance de pouvoir endosser de multiples casquettes à des fonctions de direction, mais également d'être très opérationnel et donc non seulement d'avoir ce côté managérial, mais également ce côté opérationnel, ce qui me permet aujourd'hui d'appréhender les missions de recrutement avec beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus de facilité et de compréhension, notamment des enjeux. Voilà, parce que ce sont des postes que j'ai occupés moi-même. Alors, je vous ai mis dans le chat aussi une possibilité pour vous de partager dans quel secteur vous êtes aussi et du coup de nous dire quels sont à la fois dans quel secteur vous êtes et votre fonction pour qu'on puisse aussi adapter le contenu de cette présentation.
Voilà, donc l'éclairage que nous vous proposons de donner aujourd'hui, matérialise de la façon suivante. C'est premièrement, quelle idée nous faisons-nous exactement du leader de demain? Encore faut-il qu'on ait à peu près tous le même niveau de perception. Ensuite, comment allons-nous procéder pour réaliser cette chasse au talent et comment allons-nous faire pour identifier les leaders? Ensuite, les clés du recrutement de ces futurs leaders, et surtout, on va s'apercevoir que finalement, ça ne fait pas tout. Trouver un leader, c'est une chose. Ensuite, s'assurer que le leader que l'on a trouvé est en parfaite adéquation avec les valeurs de notre entreprise, c'est plutôt ça qui fait effectivement la martingale et qui est la clé du succès du recrutement. Et puis, pour finir, et pas des moindres, c'est, une fois que la personne est embauchée, comment nous assurons-nous de son intégration et comment, peut-on se garantir que la greffe prendra bien au sein des équipes, mais également de l'entreprise en général. Voilà. Ok. Bon, juste pour présenter le cabinet, du coup, Je t'en vas-y. Ellie Partners, c'est une société de conseil en transformation des organisations. On vient d'un univers finalement qui était d'abord un organisme de formation qui a été créé par mon père et puis par le père d'un autre des associés. Donc en fait, on est dans la deuxième génération qui a repris le cabinet. Et récemment, hein, maintenant il y a 2-3 ans, on a transformé aussi le business model sur un cabinet de conseil en transformation, dans le sens où de plus en plus on regardait que dans notre chiffre d'affaires et dans nos projets, on faisait de moins en moins de formation, mais de plus en plus de conseils en change et de missions de conseil RH. Et donc du coup, au fur et à mesure, on s'est rebadgé sur le marché pour se positionner directement là où on avait notre cœur d'expertise, qui est sur le soutien et sur notamment la sérénité dans la transformation, avec un point, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, sur l'avenir et sur la sérénité. C'est-à-dire que pour avoir de l'avenir, pour avoir de la sérénité dans l'avenir, en fait, il y a le sujet, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour que des obstacles deviennent des opportunités pour moi de grandir et de se développer. Et notamment dans le recrutement, aujourd'hui, on voit des difficultés qui se passent, mais il y a des entreprises qui recrutent mieux que d'autres. Et donc, c'est ça dont on va parler aujourd'hui, notamment sur le leadership et sur le recrutement. Juste une aparté pour dire qu'on a 5 domaines. Donc, compétences et formations, qui est un marché plutôt historique. Leadership de projet et pilotage de transformation, c'est moi qui le manage. Action sur site, évaluation, c'est des actions sur site, on va dire, pour faire en sorte de maximiser l'impact des ressources, notamment formation, pour faire en sorte que les gens transforment ça en actions concrètes et que ça produise du résultat. Inspiration, conseil et audit opérationnel, c'est la capacité, c'est managé par un autre de nos associés qui s'appelle Franck, qui a la capacité finalement de distinguer et de faire en sorte que des problématiques qu'on voit tous d'un angle différent, de fédérer des gens dessus pour faire en sorte de prendre des décisions collectives ensuite et amener l'entreprise au bon endroit. Et puis enfin, ressources, recrutement et placement, managé par Régis, présent. Voilà, ici présent. Voilà. Alors, avant de démarrer, ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir adapter cette présentation à qui vous êtes, vos sujets, vos problématiques, notamment en termes de recrutement. Et vos préoccupations. Et donc, du coup, voilà, on pose la question dans quel business vous êtes, c'est quoi votre obstacle numéro un en matière de recrutement, et puis c'est quoi vos échéances. On sait qu'il y a des gens qui peuvent avoir besoin de recruter rapidement. On parlera de nos cas d'usage, nos business. C'est Régis qui fera ça à un moment donné dans la présentation. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à utiliser le chat pour ça et pour partager. Alors, dans le fonctionnement, on fait une conférence tous les mois. Alors, il n'y aura pas de conférence. En fait, au mois d'août, il y en a une. Il y a un mois sur le sujet de l'IA comme un soutien, finalement, dans la capacité des organisations à se transformer et à utiliser du change et à améliorer la capacité, finalement, à conduire le changement avec l'IA. Là, ce mois-ci, c'est, on va dire, un peu plus classique dans le sens où c'est pas sur un sujet qui est lié à l'IA principalement, enfin, dans le sens où c'est en ce moment, on en parle beaucoup, hein, mais on parle aussi beaucoup de recrutement.
Et donc, du coup, on va vous parler aujourd'hui de recrutement et de la sérénité pour pouvoir embaucher des leaders. Et on parlera, et c'est Lydia qui le fera, la patronne du coup du domaine d'activité valorisation et action sur site, et qui vous parlera de préparer sereinement l'avenir de l'entreprise en recrutant, non, en valorisant la performance des équipes. Voilà. Je disais au mauvais endroit. Voilà. Et Voilà. ça sera au mois de septembre. Ouais, le 12 septembre. Le 12 septembre. Autre point, voilà, vous aurez l'opportunité de prendre rendez-vous. Voilà, si vous avez des cas spécifiques, des besoins ou autres, prenez rendez-vous. Il y a l'agenda en fait de Régis qui est mis en ligne. Donc, si vous cliquez sur le petit bouton à n'importe quel instant, vous pourrez prendre rendez-vous. Si vous avez aussi à écourter peut-être cette présentation, ou si vous avez des besoins spécifiques que vous voulez discuter avec lui, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en cliquant sur ce bouton. Je te laisse la parole. Allez. Voilà, le constat, ça commence bien. Le constat, c'est que, en fait, aujourd'hui, on est dans une situation un peu particulière où, on peut peut-être, basculer sur la slide suivante. C'est que, le constat qu'on fait, c'est que rien ne va bien. Alors cette planche, je l'ai en fait, réalisée, avec les entretiens que j'ai pu avoir, avec les uns, et les autres, qui tous m'ont fait état de problèmes en me disant: «Est-ce que c'est ça la problématique d'aujourd'hui? Est-ce que ça, voilà, quelles sont les incidences de telle ou telle chose?» Donc là, j'ai essayé de faire un petit résumé, et finalement, on s'aperçoit que, quelle que soit la façon dont on prend, la problématique, aujourd'hui, on n'a pas réellement trouvé de solution, sauf peut-être effectivement dans l'idée de s'orienter vers l'embauche de leaders pour se garantir d'un avenir serein au niveau du développement des entreprises. Et le premier constat, c'est de dire que globalement, ça fait à peu près 3 générations que l'on pousse nos jeunes aux études, et la conséquence de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il faut un bac plus 5, là où autrefois un bac plus 3 était suffisant. On s'aperçoit également que, de ce fait, les nouvelles générations sont plus qualifiées, mais pour autant, la productivité n'a pas augmenté, ce qui, est un échec en soi. Que par ailleurs, on s'est dit: «Il faudrait peut-être améliorer les conditions de travail», parce qu'autrefois on travaillait dans les usines, c'était compliqué, c'était difficile, enfin c'était quasi inhumain parfois. Donc on a fait des efforts, et aujourd'hui on a travaillé sur ces conditions de travail qu'on a améliorées. Pour autant, on s'aperçoit, et là c'est plus, il n'y a pas de lien de cause à effet, mais malgré tout, on s'aperçoit que ça n'a pas été suffisant, puisque, on assiste aujourd'hui à une vague de démissions, jamais connue jusqu'à maintenant. Et puis, on entend dans les recrutements, des candidats qui nous disent, écoutez, moi, c'est fini, je veux plus travailler, comme j'ai vu le faire mes parents. On veut plus travailler comme la génération d'avant». Et du coup, les nouveaux professionnels qui est la génération montante, eh bien, répondent à d'autres choses, à d'autres critères. Notamment, ils impliquent, davantage dans leur choix la notion de qualité de vie, de tranquillité, de repos, et de respect d'un équilibre de cette fameuse trilogie entre, le professionnel, le social et le familial. Et donc, ils sont beaucoup plus inquiets de ce genre de choses. Bref, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, bien qu'on a essayé de faire des améliorations, on n'est pas arrivé à du résultat. Et donc, aujourd'hui, on est toujours dans une solution en pleine mutation. On change de paradigme, on le voit, puisque les jeunes d'aujourd'hui ne répondent plus du tout à ce à quoi ils répondaient autrefois. Donc, il faut accepter de changer de logiciel. Et donc, pour changer de logiciel, aujourd'hui, il faut recruter les bons transmetteurs, ceux qui vont embarquer vos équipes, et il faut embaucher des leaders. Voilà. En fait, on s'aperçoit, pourquoi embaucher des leaders? Parce que tout simplement, aujourd'hui, notre société est en pleine transformation, en pleine mutation, que les entreprises doivent être agiles pour pouvoir anticiper et faire face, et que, malheureusement, ça introduit des réticences, et que tout le monde n'est pas embarqué de la même façon dans les projets de mutation et de transformation, et que
De ce fait, il faut des locomotives en interne pour relayer la bonne parole, pour transmettre, pour montrer, pour inciter et donner envie et faire en sorte que les entreprises puissent se transformer vers un nouvel ordre économique. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui que la clé du succès passe par les leaders, d'une part, mais pourquoi? Parce que les leaders, on va le voir quand on les décrit, eh bien, c'est eux qui vont conduire à optimiser le potentiel humain, ok? Et du coup, ils vont introduire un nouvel élément à prendre en considération, c'est que l'optimisation du potentiel humain devient le différenciateur déterminant du succès de la croissance des organisations. Voilà. Alors, on va essayer de respecter un petit peu comment dirais-je, l'ordre qu'on s'était donné. Et donc là, on va essayer de vous donner une définition de ce qu'est le leader de demain. D'accord? Et, et là, tout de suite, le premier constat auquel on arrive, c'est, si on peut basculer sur la slide suivante, voilà, Mmh. c'est que ben, finalement, je vous l'ai dit, on change de paradigme, il faut changer de logiciel. Autrefois, on raisonnait avec des notions de manager. Aujourd'hui, on va raisonner avec des notions de leader. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a une grosse différence entre les deux comportements. Là où le patron poussait ses collaborateurs, aujourd'hui, le leader va les motiver. Là où le patron usait de l'autorité, eh bien aujourd'hui, il va compter sur la bonne volonté de ses équipes. Là où il inspirait la peur, il va inspirer l'enthousiasme. Là où autrefois il disait je, eh bien aujourd'hui il dit nous. D'accord. Autrefois, il disait dépêchez-vous, arrivez à l'heure. Et maintenant, il dit à tout le monde ben, essayez d'arriver en avance. Bref, comment dirais-je, développer encore plus. Les qualificatifs et les comparatifs sont nombreux, sont légion. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il fait du travail une corvée, alors qu'aujourd'hui, le leader en fait une passion. D'accord. Et le manager disait va, fais, et aujourd'hui, eh bien, il dit allons-y ensemble et faisons. Voilà. Alors, dans l'élément d'après, aujourd'hui, comment identifier les leaders de demain? C'est pas chose aisée, car il y a deux candidats peuvent à prime abord se ressembler. Et donc aujourd'hui, ben, il convient de définir à peu près comment est le leader, comment il se caractérise, comment il se définit, de manière à identifier par la suite et intégrer les bonnes questions au sein de, comment dirais-je, des entretiens de recrutement. Donc, la chasse au talent et comment identifier les leaders. Alors, qu'est-ce qu'un leader? Eh bien, un leader, c'est la capacité pour un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations vers l'atteinte d'un but commun. Et là, comment on va reconnaître le leader? Eh bien, le leader, c'est quelqu'un qui va être capable de guider, influencer, créer une vision inspirante pour l'avenir, motiver et inspirer les gens à s'engager dans cette vision. Et gérer la réalisation de cette vision tout en trouvant une place inspirante pour chacun des parties prenantes, d'accord? Et les encadrer, les former, afin que cette équipe, justement, endosse cette mission et se sente capable de la réaliser et se sente en confiance pour la réaliser avec la mise à disposition des moyens nécessaires pour le faire. Alors, comment on les reconnaît? Il y a des caractéristiques pour identifier les leaders, hein. On a vu que le leadership s'accompagne d'un certain charisme et d'une faculté naturelle à convaincre, à influencer, bref, à embarquer les équipes dans une direction bien précise. Hem, il va Le leader, stimuler, ses équipes, au travail, offrir aux collaborateurs les moyens de se réaliser, de grandir au sein des équipes. Donc
là, il va utiliser un ensemble d'attitudes et de comportements et amener en douceur les collaborateurs à ajuster leur comportement pour mieux travailler ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va... Je me déplace parce que la caméra, elle fait que me suivre, elle ne te suit pas. Oui, la Donc, caméra. je me déplace Voilà, comme ça. très bien, voilà, parfait. On va y arriver. Voilà, comme ça, la caméra va accepter de rester sur le plan. Donc, quels sont ces critères différenciants, en fait? Eh bien, c'est l'aptitude de communication, c'est l'aptitude à la motivation des équipes, c'est un certain charisme, c'est un certain enthousiasme, c'est de l'aptitude à la résolution rapide des problèmes, c'est l'aptitude à la négociation, à la créativité, à l'écoute active, et à une certaine honnêteté et vision, qu'ils peuvent avoir et surtout une aptitude à la prise de décision rapide. Ce sont des gens, ce sont des personnes qui se remarquent grâce à leur intelligence émotionnelle, leur écoute active. Ce sont des gens qui vont être bienveillants et attentifs à leurs équipes, donc des gens qui vont solliciter les équipes en leur proposant des challenges de manière à les faire sortir un petit peu de leurs habitudes et les amener à se dépasser. C'est effectivement dans les challenges et dans ces événements-là que finalement on explore de nouvelles compétences, de nouvelles qualités, de nouvelles aptitudes. Et donc c'est par ce biais dynamique que le leader va réussir à captiver l'attention de ses équipes par cette intelligence émotionnelle, par l'écoute active qu'il peut avoir vis-à-vis de ses équipes, par le fait que c'est quelqu'un qui va être dans l'écoute et qui va ensuite proposer des solutions. Bref, c'est quelqu'un qui va être complètement participatif. Alors, en fait, on va s'apercevoir qu'il peut y avoir différentes façons de percevoir le leadership. Suivant la façon dont on se place. Et là, je vais donner la Ouais. parole à Antoine qui va nous expliquer ça. C'est souvent, on parle de leadership, alors, je dis du point de vue des gradins, parce qu'en fait, quand on regarde un match de foot, quand on regarde un match de tennis, on observe ce que fait le joueur, en considérant que le joueur est un leader. On prend Novak Djokovic ou autre, on va voir ce qu'il fait, et on va dire, tiens, il a raté ça, il a réussi ci, ou autre. Et donc, on observe des qualités qui sont mises en œuvre sur le terrain. Mais ça, c'est ce qu'on observe, c'est ce qui est vu de l'extérieur, mais ce n'est pas comme ça que vit finalement le joueur. Le joueur, c'est le leader, justement. Donc lui, il a une autre sensation, une autre façon de voir les choses. En fait, il est intentionnel il a un certain degré d'intentionnalité. Et donc, ce qui se passe pour lui quand il conduit les équipes, quand il fait émerger les changements, quand il amène des gens à se dépasser et à aller vers d'autres objectifs, en fait, il ne va pas, lui, dire les choses comme ça. Lui, ce qu'il va avoir comme sentiment, c'est d'avoir des ressources et de trouver des ressources pour accomplir et créer de la valeur et donner de la valeur. Et alors, il va avoir cette intention-là, il va en avoir d'autres. Et donc, du coup, du point de vue intérieur, en fait, il va vivre les choses de manière différente. Et c'est en fonction de ça aussi qu'on va être amené à recruter et à distinguer des compétences et des qualités dans une conversation, dans une façon de faire, dans une façon de détecter finalement comment la personne peut se comporter en situation. Et là, je te repasse la main. Oui. Alors, OK. Nous avons, je le rappelle, vu quelles étaient, quelle idée nous faisions du leader de demain. On a vu comment, chasser ses talents et comment les identifier, ces leaders. Et là, maintenant, nous allons vous expliquer un petit peu quelle est notre approche, lorsqu'on est saisi, par nos clients de cette intention de recruter pour leur compte, des leaders. En fait, on s'aperçoit, et j'ai commencé à en parler tout à l'heure, que finalement, identifier le leader et recruter un leader, c'est déjà la première étape. C'est absolument nécessaire si on veut se garantir justement
un développement serein de notre organisation. Pour autant, ce n'est pas suffisant et on va s'en apercevoir. Aujourd'hui, la problématique, c'est souvent l'intégration ou l'adéquation de ce leader avec les modes de fonctionnement ou la culture de l'entreprise. En fait, il arrive parfois que des erreurs de casting résultent précisément du fait qu'on a focalisé sur les compétences d'un candidat, sur ses aptitudes à résoudre des problèmes, mais pas du tout sur la façon dont il va réellement s'intégrer, ou du moins, quel est son mode de fonctionnement? Et est-ce que son mode de fonctionnement est réellement bien en adéquation avec le mode de fonctionnement des équipes? De manière à ce qu'il n'y ait pas de chaud et froid. De façon plus globale, est-ce que le mode de fonctionnement du candidat va-t-il s'accommoder de la culture de l'entreprise? D'accord? Donc on verra un exemple tout à l'heure où nous avons mené des recrutements au sein d'un de nos clients qui a une culture d'entreprise très prononcée. Et aujourd'hui, les recrutements que l'on fait, eh bien, forcément, sont inspirés de la prise en considération de ces critères-là. Donc, c'est ce que l'on explique ici. L'enjeu est moins de recruter un leader que de s'assurer que la greffe prendra et qu'il est en parfaite adéquation avec les équipes, le mode de fonctionnement des équipes et de la culture de l'entreprise. Alors, pour cela, nous avons développé une application digitale sous la forme d'un test que nous proposons à nos candidats et qui nous permet de faire deux choses. D'identifier tout d'abord entre un candidat lambda et un leader, eh bien, lequel des deux est le leader. Et pour cela, on a créé cette application digitale dans laquelle on fait la différence entre la gestion de soi et de ses compétences sur l'axe vertical, dans lequel on va retrouver tout un ensemble de critères déterminants que nous allons vérifier, que nous allons tester chez le candidat. Et puis, je dirais, ça c'est la notion de compétences personnelles, c'est-à-dire ce dont le candidat est capable de mettre à disposition en termes de restitution de connaissances et de compétences. Et puis, sur l'axe horizontal, on va prendre en considération un certain nombre de données, de points, d'éléments déterminants qui, cette fois-ci, sont caractéristiques de l'ouverture du candidat vers son équipe et vers l'entreprise. Donc, sur la gauche, vous voyez toutes ces compétences qui sont plutôt des compétences plutôt personnelles, hein, l'assurance de soi, la capacité de décision, la prise d'initiative, le dynamisme, l'énergie, la polyvalence, etc. En revanche, du côté droite, donc sur l'axe horizontal, on va rechercher des aptitudes, des postures chez le candidat qui sont résolument tournés vers les équipes, comme la communication, l'esprit d'équipe, les aptitudes qu'a le candidat à créer une vision inspirante et à placer chaque membre de l'équipe au sein de cette vision avec un rôle, d'accord? Comment il les motive, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, eh bien, ce modèle qu'on a appelé le modèle Foursquare, les 4 carrés, dont on peut se départir un petit peu de la couleur, hein, parce que certains pourraient y voir une analogie avec un autre test qui est habituellement utilisé en matière de recrutement, mais qui n'a strictement rien à voir avec celui-ci. Donc, voilà, on peut mettre les couleurs que l'on veut. Mais surtout, l'avantage de ce test, c'est qu'il permet d'identifier correctement le positionnement de ce leader et on voit le petit point ici qui est indiqué. Donc ça nous permet dans un premier temps d'identifier quel est un leader, d'accord? Et deuxièmement, eh bien de rapprocher le comportement de ce leader au mode de fonctionnement de l'entreprise. Et pour cela, comment faisons-nous? Eh bien, nous soumettons ce test, comment dirais-je, au sein des équipes de l'entreprise, du futur employeur, qui répondent à ce test-là et qui
la somme de ces réponses, c'est-à-dire qu'on interroge 4, 5 personnes d'une même équipe, et puis également le N+1, et de cette façon-là, on va obtenir un faisceau de réponses qui va constituer la valeur référente, on va dire, ou la valeur étalon, dont on s'efforcera de se rapprocher par la suite quand on fera l'analyse du candidat. Une fois qu'on a obtenu cette valeur référente, cette valeur étalon, qui est complètement l'illustration de ce qui se vit au quotidien et dans ses modes de fonctionnement et dans ses modes de pensée de l'entreprise, eh bien, on va demander au candidat de répondre au même questionnaire. Et l'avantage de cette situation, c'est qu'on a une valeur qui est une valeur référente étalon qui est la moyenne de toutes les réponses des équipes et qui donne un comportement moyen illustratif de ce que l'on retrouve au sein de l'entreprise, que l'on confronte avec la posture, le mode de fonctionnement, le mode de pensée d'un candidat. De cette façon-là, on détermine des écarts par type de compétences, tel qu'on l'a indiqué, ou par type de fonctionnement, tel qu'on l'indique à droite, et cela nous permet d'identifier où sont les écarts et, le cas échéant, de voir si ce sont des écarts bloquants ou au contraire des écarts sur lesquels on peut travailler et atténuer les effets par la suite. Voilà. L'avantage de ce système, c'est qu'il permet également d'avoir une visibilité pour l'entreprise sur sa façon de fonctionner au quotidien et quelles sont ses valeurs, quels sont ses comportements, et d'avoir un miroir sur comment ça fonctionne chez elle. Et à partir de là, peut décider, si elle le souhaite, eh bien de changer sa culture, changer la perception que l'on peut avoir de sa culture ou de son mode de fonctionnement. Et par un effet de translation du curseur, eh bien, déplacer la valeur référente vers un autre positionnement que l'on définira comme étant la valeur personae, c'est-à-dire la valeur vers laquelle l'entreprise désormais souhaite mener ses recrutements et souhaite aller. C'est l'occasion d'avoir un outil ici qui permet de projeter une nouvelle stratégie de recrutement que s'est fixée l'entreprise pour déclencher ces nouveaux recrutements et se donner un peu de souplesse parfois ou un petit peu d'espace entre la valeur référente et puis la valeur personae, c'est-à-dire la valeur que l'on recherche désormais. D'accord? Voilà ce que l'on peut dire sur, comment dirais-je, ce test. Alors c'est un test qui est, comment dirais-je, constitué de 30 à 40 questions, dont, la moitié, est basée, comme vous l'avez vu, sur, des notions de compétences et l'autre sur l'ouverture vers les autres et vers les équipes. Alors, on peut passer peut-être à la slide suivante. Nous avons récemment mené, comment dirais-je, à la fois tout un processus d'assessment chez un de nos clients, qui a donné lieu par la suite à des nominations, et puis à la nécessité, eh bien, derrière, de faire du recrutement. Et donc, c'est ce processus-là que je voulais vous présenter, car c'est un processus qui est toujours comment dirais-je, en actif pour l'instant. Donc effectivement, le client avait le souhait de vouloir offrir une promotion aux plus méritants, mais pour autant avait besoin de s'assurer du leadership des personnes qu'il pressentait pour justement occuper ces postes-là. Donc bien évidemment, on a mesuré leur degré d'implication et leur degré de leadership et leur faculté à embarquer des équipes, d'accord? Et puis en même temps, on en a profité pour statuer clairement sur les modes de fonctionnement, mais également les valeurs de l'entreprise. Et là, on s'est aperçu que finalement, ce qui est prédominant chez ce client, c'est des compétences humaines et managériales.
Et donc, pour eux, la notion de performance réside autour de ces deux phrases, et ce que j'ai appelé les révélations de l'Assessment Center, c'est que les compétences peuvent toujours s'acquérir, mais pas les qualités ou les valeurs humaines. Et que la performance, finalement, s'obtient en plaçant les compétences au bon endroit et en faisant en sorte qu'elles s'y sentent à leur place. Partant de ce principe, on s'aperçoit que finalement, les compétences, elles ont une place très ténue, très mince, dans la notion de leadership, c'est-à-dire d'ouverture vers les autres et de développement des équipes. Et donc, du coup, lorsque on a l'assessment a mis en lumière la possibilité pour certains candidats internes d'accéder à des postes au-dessus, en promotion, eh bien, forcément, des trous dans la raquette sont apparus et la nécessité de procéder à des recrutements. Et aujourd'hui, les recrutements auxquels on se livre, eh bien, de façon très simple, hein, très schématique, eh bien, on a tiré les conclusions de cette révélation de l'Assessment Center et aujourd'hui, on recherche des candidats moins étoffés en compétences techniques que plutôt en compétences managériales. Et en compétences managériales, ce que l'on va rechercher, c'est l'intelligence émotionnelle, l'écoute active, la montée en responsabilité des équipes et comment justement le leader va être un élément transmetteur d'informations et locomotive des nouvelles directives et des nouvelles stratégies et comment il va embarquer, avec quelle autorité naturelle, quel charisme, il va embarquer ses équipes vers le succès. Voilà. Le deuxième point, c'est effectivement de s'assurer de l'adéquation avec le fonctionnement des équipes et la culture. Et là, les valeurs humaines qui sont ressorties des assessment centers, ça a été la bienveillance, le respect, la loyauté et la gestion des autres, la montée en compétences, comme on l'a vu, et l'écoute active et l'empathie. Voilà. On peut peut-être. Oui, je passe à la suite. Voilà. Sachant qu'il nous reste 8 minutes. Très bien. Bon, on va aller vite. Dernier point, comment s'assurer de l'intégration des leaders une fois embauchés. Là, bien évidemment, on parle du leader dont on s'est assuré qu'il est en parfaite adéquation avec la culture de l'entreprise, d'accord. Et là, aujourd'hui, nous, chez Lee Partners, on s'est rendu compte que finalement, embaucher un leader, c'est un premier cap. S'assurer qu'il est en parfaite adéquation avec la culture de l'entreprise, c'est la deuxième couche et c'est indispensable, c'est le deuxième cap. Il y a un troisième cap, c'est une fois qu'il est embauché, il faut s'assurer qu'il restera motivé et qu'il restera à son poste et pour un temps certain, car une embauche, c'est aussi une formation derrière, du temps investi et donc il n'est pas question que le candidat rentre pour ressortir derrière. Malheureusement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, 30% des CDI recrutés ne dépassent pas la période d'essai et 40 à 45% d'entre eux eh bien, se mettent en position de recherche d'un nouvel emploi dans l'année et demie qui suit leur embauche. Du coup, ça nous a amené à travailler sur tout un processus d'intégration pour nous assurer justement que la greffe prenne entre le candidat et les équipes et l'entreprise. Donc, pour ce faire, on a mis en place un suivi mensuel qui est un suivi qui cartographie, enfin qui identifie et cartographie les problématiques que pourrait rencontrer un candidat lors de sa prise de fonction. Cette cartographie des problématiques rencontrées, on la sollicite auprès du candidat, mais également auprès de l'employeur, car en fait, on s'aperçoit que les déconvenues, les surprises, les équivoques, les mauvaises compréhensions, eh bien, souvent, elles proviennent aussi bien du côté du candidat embauché que de son employeur. Et donc, on s'assure que les deux peuvent s'exprimer et font valoir les doutes, les réticences, les craintes, les inquiétudes. Et à partir de là, grâce à cette cartographie, on intervient pour soit éclaircir un malentendu qui ne va pas au-delà, d'accord, mais juste histoire de bien clarifier les situations. Parfois, on intervient
de façon plus importante, plus massive, pour justement essayer de remettre en question parfois certains process ou les adapter de manière à favoriser l'intégration du candidat. C'est ce qu'on appelle l'identification des points d'amélioration, c'est-à-dire on essaye de pointer du doigt les dysfonctionnements, ce qui pose problème à une intégration pérenne et durable du candidat. Et à partir de là, on essaye de préconiser des aménagements d'organisation ou des aménagements de poste, de manière à ce que finalement l'information et la restitution des compétences du candidat se fassent de façon fluide. D'accord? Pour cela, ce que l'on fait, c'est également on met en place un processus d'intégration collectif. C'est-à-dire qu'on demande à chaque membre de l'équipe qui reçoit le candidat, eh bien de prendre à sa charge une partie de l'intégration. Donc l'un va prendre, va traiter toutes les informations relatives au règlement intérieur, l'autre va parler de l'organisation des services. Bref, chacun va s'emparer d'un sujet, ce qui a pour objectif aussi de faire en sorte que chaque membre de l'équipe eh bien, s'approprie le recrutement et l'intégration du candidat. Pour finir, on s'aperçoit que parfois, des candidats ont malgré tout des difficultés à s'intégrer. Et dans ce cas-là, n'oublions pas que nous sommes à l'origine un cabinet de formation et d'accompagnement. Et dans ce cas-là, on est en capacité de proposer aux candidats les plus en difficulté et aux employeurs les plus en difficulté, et on est en mesure de leur proposer un accompagnement adapté aux candidats et éventuellement parfois aussi à l'équipe. Voilà, de manière à favoriser eh bien, cette intégration et l'adhésion et la fusion entre le candidat embauché et les équipes. C'est un coaching personnalisé, un coaching d'intégration. Voilà. Alors, la conclusion, je crois que vous l'avez tous un peu compris, hein, c'est que aujourd'hui, la recherche d'un candidat, le candidat idéal, ça passe aussi par le fait de focaliser sur les compétences comportementales et sociales, pardon, c'est de voir comment le candidat va s'intégrer à sa nouvelle équipe et plus largement à son environnement de travail. C'est qu'est-ce que le candidat apportera à ses équipes aussi, car les équipes sont dans l'attente de quelque chose de nouveau, quelque chose qui va les faire bouger, et comment ce candidat réussira-t-il à interagir avec ses collègues. Voilà les points centralisateurs de succès. Alors, what's next? Quelle est notre proposition aujourd'hui, je dirais, vis-à-vis de la plupart des DRH qui aujourd'hui constatent que ils ont rencontré des écueils dans leur process de recrutement, qu'il y a eu des erreurs de casting, etc. Et que pour autant, il est difficile parfois de se remettre en question ou d'être juge et arbitre et d'identifier le pourquoi du comment de la chose. Eh bien, nous, aujourd'hui, on propose de diagnostiquer avec nos clients les causes de ces erreurs de casting, de manière à ne pas les reproduire. On essaye d'identifier les points d'assouplissement dans la politique de recrutement. On l'a vu récemment avec un client qui aujourd'hui considère que la politique de recrutement appliquée eh bien, n'est pas aussi je dirais, est trop tranquille, il n'y a pas assez de prise de risque dans ce process de recrutement, et que peut-être que d'autres personnes que celles auxquelles on est habitué pourraient effectivement faire le job, et ça veut dire une prise de risque. Et là, pour autant, il faut mobiliser les DRH et peut-être le jury d'intégration à cette nouvelle politique, d'accord. C'est définir un profil de leader qui correspond à la nouvelle politique, c'est voir si ce leader, on le veut d'une certaine façon, c'est-à-dire un leader référent qui colle à la politique de l'entreprise et aux équipes, ou au contraire, on veut le faire bouger vers quelque chose
qui correspond à une nouvelle stratégie de recrutement ou à un nouveau besoin. Et c'est là, dans ce cas-là, on va parler de persona. Et puis, la recherche d'un leader, premièrement, et d'un leader qui va embarquer vos équipes dans les projets de transformation. C'est aussi la possibilité pour l'e-partners de garantir l'embarquement de votre leader au sein de vos équipes. Voilà. Donc, si vous avez besoin de ça ou discuter avec Régis, prenez rendez-vous. Hein. Voilà, on étudiera au cas par cas ce qu'on peut faire pour chacun en fonction de vos sujets, vos problématiques et la façon dont vous vivez le recrutement aujourd'hui. Alors, on a laissé un petit peu de temps pour les questions-réponses. Donc, si les uns ou les autres, vous avez des questions, eh bien, écoutez, on se fera un plaisir, Antoine et moi, de vous y répondre. Maintenant, s'il n'y en a pas trop, ou en dehors, si ça appelle beaucoup de commentaires. Ça n'a pas l'air de réagir dans les questions-réponses. Voilà. Ok. Donc, François qui dit merci pour cette présentation très intéressante et la matrice gestion des compétences, ouverture vers les autres. Dans le processus de recrutement, comment les candidats s'approprient les résultats des tests et feedbacks et interagissent avec sa hiérarchie et la DRH. Oui, alors effectivement, ça c'est quelque chose que l'on fait. Alors c'est vrai qu'on est passé dessus. C'est que bien évidemment, les candidats qui acceptent de passer des tests, et bien évidemment, ont droit à une restitution. Et c'est aussi l'occasion pour eux d'identifier, puisque c'est un test miroir en fait, c'est aussi l'occasion pour eux d'identifier où sont leurs points d'amélioration. Et dans ce cas-là, nous, dans la restitution, on va au-delà du simple constat et on va aussi parfois dans la proposition de recommandations ou d'astuces toutes simples parfois qui permettent au candidat justement d'adapter son comportement ou de voir comment il peut le faire évoluer positivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a quelqu'un qui écrit, peut-être que. Donc, bien sûr, sûr, on fait cette restitution avec le candidat, mais de la même façon, pour compléter ma réponse par rapport à la question, c'est qu'on a cette restitution avec la DRH. Et d'ailleurs, dans un des assessments récents auquel je me suis livré, ça a fait l'objet d'une discussion assez importante avec la DRH, mais également avec la direction commerciale qui allait recruter ce candidat et qui allait devoir clarifier son mode de fonctionnement en interne de manière à ce qu'il ne soit pas équivoque vis-à-vis de ce candidat. On a identifié que le mode de fonctionnement de l'entreprise tel qu'il était répondait à des exigences du passé qui n'avaient plus cours, qui n'avaient plus lieu d'être, et qu'au contraire, cette organisation, si elle restait là, pouvait être confusante vis-à-vis du candidat qu'elle allait recruter. Donc, une modification de l'organisation a été réalisée pour favoriser l'intégration du candidat. On a une autre question de Kessial. Merci pour la conférence, très intéressante sur la vision et sur le processus de recrutement des futurs leaders. Je ne manquerai pas de vous contacter à la rentrée. Et donc là, on a une question, en fait, et il y en a une derrière. C'est ce type de recrutement est-il possible dans tous les secteurs? Et je pense qu'il a voulu préciser derrière. Il demande si la matrice est-elle la même. Oui, tout à fait. Alors en fait, il peut y avoir éventuellement quelques très légers ajustements lorsque le secteur de l'employeur est très atypique, très particulier, auquel cas, plutôt que de vérifier tout le lot des compétences ou des ouvertures vers les autres, eh bien, on en étudiera certaines et pas d'autres. Disons que ce que l'on s'est efforcé de vous présenter, c'est une vue générale. Bien évidemment, après, à la fois ces points qui étaient sur le côté gauche comme les points sur le côté droit, on les adapte en fonction du secteur d'activité et du mode de fonctionnement de l'entreprise. Mais d'une façon générale, ce sont toujours autour de ces notions-là que l'on reste campé. Pourquoi? Parce que ce sont des notions qui sont invariables et qui, quel que soit le secteur, généralement, et qui touchent plus à la personne et aux équipes qu'à la filière dans laquelle va travailler le candidat. Mais malgré tout, il y a quand même une petite relation, donc parfois, ça nous amène à faire un petit peu de sélection dans les compétences que l'on contrôle.
Merci Régis pour la réponse et merci pour la Voilà. question, hein. Alors, je vois qu'il est 12h20, il y a un autre webinaire qui démarre dans 5-10 minutes. Dans Là. 5-10 Il minutes. va falloir qu'on commence à libérer la salle. Voilà. Euh, Laurent nous remercie. Effectivement, je confirme que la matrice, dans ce cas-là, est la même, mais on réalise les questions pour justement traiter ces points de façon adaptée à la fois à la culture de l'entreprise et au candidat et à son métier. Donc forcément, ce ne sont pas tous les points qui ont été cités et qui seront vérifiés, mais seulement certains. Voilà, en adéquation avec la filière ou l'entreprise. Et je dois dire que également cette matrice est réalisée sur mesure et les questions sont faites bien évidemment en collaboration avec la DRH et avec la connaissance que l'on peut se faire, nous, de la culture de l'entreprise. Donc c'est à chaque fois du sur mesure. Il n'y a pas deux matrices qui peuvent être les mêmes d'une entreprise à une autre. ok. Voilà. Peut-être que tu veux conclure. Voilà, Régis. visiblement, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, là aujourd'hui, je vous attends malgré tout nombreux avec vos appels téléphoniques derrière. Donc n'hésitez pas à nous téléphoner pour demander des renseignements ou nous exposer des problématiques que vous pourriez rencontrer. On se fera un plaisir de vous y répondre. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Régis. Une bonne Merci à journée. vous et excellente journée. À très bientôt. Et puis pour ceux qui sont proches des vacances, bonnes Bonnes vacances. vacances, bah oui.